Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. À Cannes, l'étude Pichon et Noudel-Daigneault présentera à la vente le fonds familial Coustou, une famille de sculpteurs qui s'est particulièrement illustrée à Versailles. Cette collection est composée de portraits de la famille expertisés par le cabinet Turquin et des manuscrits expertisés par Thierry Baudin. Pour l'interview de la semaine, j'aurai le plaisir de recevoir Thomas Sédou, fondateur de Sédou et associé Fine Art, pour dresser un bilan des ventes aux enchères de la semaine dernière, alors que c'était la semaine de l'art à Paris. Nous allons surtout analyser la stratégie de Sotheby's, qui vient d'inaugurer son nouveau siège et qui pratique aussi de nouveaux frais de vente depuis quelques mois. Merci à vous toutes et tous qui nous rejoignez. Tout de suite, c'est Art et Marché. Maître Noudel-Daigneault, commissaire-priseur de la maison de vente Pichon et Noudel-Daigneault, est avec nous pour nous parler de cette vente du fonds familial Coustou. Il est présent en visio depuis Cannes, là où il exécutera cette vente. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous présenter cette collection qui est restée dans la famille jusqu'à présent et jusqu'à la vente qui va avoir lieu ? Tout à fait. Alors, je fais juste un petit rectificatif, c'est que c'est une collection Coustou qui a été insérée dans une collection Brochant-de-Villiers qui présente la particularité de présenter une histoire de famille en 17 portraits et d'une famille qui a habité la même propriété à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, entre 1765 et 1921. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez travaillé avec les descendants pour cette vente? Parce qu'effectivement, alors je suis appelé pour un inventaire de partage familial classique entre trois cohéritiers en Auvergne. On fait le tour de la maison. Et puis, il y a deux portraits. Alors, évidemment, Brochant-de-Villiers, ça me dit quelque chose parce que André Brochant-de-Villiers, c'est un géologue célèbre du 19e siècle, membre de l'Académie des sciences, directeur de l'école des mines. Et puis, dans le salon, sont accrochés deux portraits où il y a marqué Nicolas et Guillaume de Coustou. Donc, je demande un peu l'histoire de la famille. Et là, tout d'un coup, il y a un des cohéritiers qui me dit, mais vous savez, moi, j'ai aussi hérité, mais d'une autre branche de la famille, des portraits qui proviennent de la même collection, qui ont la même origine, mais qui, depuis les années 50, sont dans un garde-meuble et il faudrait que vous veniez à un autre endroit. Donc, je m'y précipite. Et c'est là qu'on découvre, à ce moment-là, toute une autre série de portraits, pour au total, si vous voulez, avoir 10 portraits qui concernent la famille Coustou, qui avait été complètement oubliée, j'allais dire un peu écrasée par l'histoire familiale Brochant-de-Villiers, du géologue célèbre, donc du 19e siècle. Est-ce qu'il y a une différence entre travailler une vente normale de tableaux très divers et variés et un fonds familial ? Alors, si vous voulez, déjà, le fonds familial, le problème, c'est d'arriver à mettre tout le monde d'accord. De susciter l'envie, de leur faire comprendre. D'abord, il faut comprendre l'histoire de la famille, aller chercher, on a rétabli, on a fait toute la généalogie à la fois Brochant-de-Villiers et Coustou, et tout le monde me dit, mais pourquoi, qu'est-ce que vous excitez, cher maître, autour de ces tableaux, qui n'ont pas beaucoup d'importance, et de ces papiers qui en ont encore moins. Et là, il faut mettre d'accord, si vous voulez, tous les héritiers pour leur dire de nous confier tous ces documents qui forment un tout dans une cohérence, et d'essayer de créer une dynamique pour une vente. Donc, ça change tout, si vous voulez, par rapport à une vente normale où vous avez 50 vendeurs et dans une collection de ventes comme celle-ci où on a un vendeur pour 90% des lots. Merci beaucoup, Maître Noudel-Daigneault. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur auprès de la maison de vente Pichon et Noudel-Daigneault. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. C'était la semaine de l'art à Paris et de nombreuses maisons de vente aux enchères en ont profité pour faire leurs plus belles ventes. Nous faisons le point avec Thomas Sédou, qui est fondateur de Sédou et associé Fine Art. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille, merci de me recevoir. Alors, est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous dresser un bilan de ces ventes de la semaine dernière ? Comment ça s'est passé du côté du marché de l'art ? Je pense que c'est une semaine qui nous a surpris tous en bien. Les résultats ont été très solides pour toutes les maisons de vente aux enchères, pour Christie's, pour Sotheby's, mais aussi pour Arcurial. Donc on était vraiment contents. Et je pense que la semaine dernière, on a vu une émulation du marché de l'art à Paris, à travers la foire, Paris-Bâle, à travers les nombreuses expositions dans les musées, notamment le surréalisme à Pompidou ou encore Caillebotte à Orsay. Et en plus, la présence des ventes aux enchères et l'innovation de nouveaux bureaux, etc. Oui. Paris se débrouille très bien en tant que jeune capitale de l'Europe, capitale culturelle. Je pense que c'était vraiment un moment important.
Et j'ai été très impressionné par le professionnalisme des équipes, par l'enthousiasme des clients et par le nombre de clients étrangers qui sont venus à Paris, tandis qu'ils sont très très sollicités, Oui. mais ils étaient bien là. Oui, ils ont et tous ça, fait le c'est déplacement. très très encourageant. Tout ça dans un climat assez pessimiste, dans un climat un peu en récession, un marché de l'art qui a du mal à trouver sa stabilité. Je pense que ce qui s'est passé la semaine dernière, si bien en termes de résultats qu'en termes d'enthousiasme et de professionnalisme, est super encourageant pour Paris et pour le futur. Les ventes, justement, qui ont eu lieu, c'était des ventes qu'il fallait regarder avec une importance, un regard particulier. C'était vraiment marqueur, on va dire. On peut en tirer des conclusions fortes pour le marché. Je pense que c'est ça la difficulté du moment que nous vivons en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes sur Paris, parce que le développement de Paris ces dernières années a été assez fulgurant et on attend à ce que Paris soit la capitale de l'art et de son marché, mais on ne peut pas créer un marché qui n'existe pas. Et pourtant, je trouve que les maisons de vente l'ont fait en étant très sélectifs dans le choix des œuvres qu'ils ont présentées, en révisant leurs estimations un petit peu à la baisse, pour encourager un maximum d'enchères et que les ventes se passent le mieux possible. J'ai vu que Christie's a fait près de 80 millions d'euros la semaine dernière et je pense que Sotheby's, ça doit être similaire. C'est très impressionnant et très solide. Et justement, Sotheby's, donc, qui a ouvert ce nouveau siège parisien, est-ce que ça a été un porteur aussi pour ces nouvelles ventes ? Oui, je pense que ça a été un événement très important. Oui. C'est aussi un événement très important pour l'avenue Matignon, qui maintenant regroupe d'un côté et de l'autre, si bien Christie's que Sotheby's, et entre les deux, un nombre incalculable de galeries contemporaines très importantes. Donc ça anime le quartier, ça anime le 8e, et je pense que c'est très important que tout soit coordonné, et que l'effort justement de placer Paris dans une place, peut-être pas numéro 1 au monde, parce que New York reste toujours là, mais numéro 2 peut-être. Il faut qu'il y ait un effort, une cohésion entre tout le monde, et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc je pense que c'est en bonne voie. Et justement, pour revenir à Sotheby's, donc, de nouveaux frais à la fois acheteurs et vendeurs ont été mis en place. Donc c'est depuis les ventes de juin. Absolument. Me semble. Est-ce que vous pouvez déjà nous redétailler la nouvelle mécanique qui a été mise en place ? Oui, c'est-à-dire que Sotheby's a annoncé en janvier ou février de cette année une nouvelle structure de commission, non pas une augmentation de la commission acheteur, comme ça a été le cas de toutes les maisons pratiquement chaque année depuis 4-5 ans, mais carrément une restructuration de la façon dont on gagne sa vie dans les maisons de vente aux enchères. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le duopole extrêmement compétitif entre Sotheby's et Christie's a fait en sorte, a énormément bénéficié les vendeurs, parce que ça fait en sorte qu'il n'y a aucun frais vendeur. D'accord. Tous les revenus de la maison, une grosse partie des revenus de la maison, dépendent de cette fameuse commission acheteur. Et c'est pour ça qu'elle n'a cessé d'augmenter chaque année ou tous les 18 mois, parce que celle des vendeurs était réduite à 0. D'accord. Et je pense que Sotheby's a souhaité mieux répartir et simplifier cette structure de commission en imposant une commission vendeur, si bien lorsqu'il y a une garantie financière qui est donnée ou dans une vente standard où la commission sera effectivement partagée cette fois-ci entre le vendeur et l'acheteur. Sotheby's l'a annoncé au mois de janvier-février en disant que ce sera applicable à partir du mois de juin. Et ce délai, je pense, a été mis en place pour voir si d'autres maisons, et notamment son concurrent principal qui est Christie's, suivraient la démarche afin de stabiliser les revenus de la maison, surtout dans une année comme celle-ci, qui est une année assez hétérogène et assez difficile. Ça n'a pas été le cas. Christie's a dû faire des calculs savants, mais a choisi de ne pas suivre cette structure, ce qui est dommage, je pense, parce que je pense que ce serait dans l'intérêt de tous et ça me semblerait justifié de ne pas poursuivre cette course qui a atteint des sommes complètement folles de commission acheteur, jusqu'à 25%. Si on rajoute la TVA, si on rajoute le droit de suite, dans certains cas, c'est pratiquement un tiers de la valeur de l'œuvre qu'on achète. C'est trop. Oui. C'est trop. Mais étonnamment, ça n'a pratiquement pas d'incidence sur l'activité des acheteurs. D'accord, donc ça veut dire que les autres maisons de vente aux enchères n'ont pas forcément suivi. Exactement. N'ont pas suivi. Sotheby's a continué ces nouveaux frais-là. Et pourtant, donc, les acheteurs, il y a toujours eu ce même nombre d'acheteurs, ce même intérêt qui n'a pas forcément évolué ni en baisse, ni plus. Ni plus, ni plus ni moins. Moins. Même ces dernières années, à chaque fois que les maisons annonçaient une hausse des commissions acheteurs, on se disait ils vont encore perdre des enchérisseurs, ça va décourager. Et si l'œuvre d'art qui est vendue est de qualité, ça n'a absolument
aucune incidence. C'est très surprenant, parce que comme vous le savez, l'acheteur, quand il mise le prix d'adjudication. Oui. Donc les enchères ne tiennent pas compte de ces 20-25% qu'il faut rajouter. Donc c'est vraiment un montant pourtant très important, mais je pense que l'objet prime et le désir de posséder prime sur les commissions. Je pense cependant que la stratégie de Sotheby était bonne à l'origine. Je pense que c'est bien de calmer ce jeu parce que effectivement les commissions acheteurs aujourd'hui sont réclamées par certains vendeurs, sont réclamées par les tiers garants, sont aussi amputées par des apporteurs d'affaires. Donc c'est vraiment une structure de commission qui devient une peau de chagrin en fait et qui baisse les revenus des maisons énormément. Sotheby avait d'ailleurs annoncé, je crois, le mois dernier, une baisse de revenus significative de plus de, je pense, près de 80%, ce qui est absolument colossal. Donc je pense que la répartition était juste, mais c'est dommage que effectivement le marché et que Christie's ait décidé de ne pas suivre. D'accord, donc ça veut dire que finalement les prix peuvent être plus ou moins 20%, ça aurait le même impact presque en termes de dépenses du vendeur. De l'acheteur, pardon, en termes de dépenses de l'acheteur, ça veut dire qu'il y a une grande flexibilité sur les prix, parce que ça veut dire ils se sentent en tout cas à l'aise avec cette fourchette de prix qui est quand même assez large, si on peut jouer sur plus ou moins 20%. Cependant, ce qu'on a constaté, mais c'est très très difficile de savoir si c'est à cause du marché et du comportement plutôt conservateur des acheteurs, on a vu quand même la semaine dernière, mais ce n'est pas uniquement à Paris, on le voit dans toutes les ventes de plus en plus, des sous-enchérisseurs ou des enchérisseurs vainqueurs, si je puis dire, qui mettent des demi-enchères ou des quarts enchères. Donc on sent quand même que, et souvent quand on regarde la liste des prix justement affichée par les maisons de vente aux enchères qui comprennent toujours cette commission acheteur, on voit qu'on tombe pile poil dans les estimations. Donc effectivement, on voit que dès qu'on arrive à l'estimation basse, les acheteurs et les enchérisseurs commencent à diviser ou à réduire les enchères, peut-être parce qu'ils tiennent compte de ces 20-25% qu'il faut rajouter. Mais c'est très difficile à dire. Par contre, est-ce que on voit que les pourcentages des ventes restent entre 85 et 95% de vendus de lot. Oui. Donc clairement, ça n'a pas vraiment... et ce sont les mêmes pourcentages dans les deux maisons, même si aujourd'hui, les commissions acheteurs sont moins élevées chez Sotheby que chez Christie's, ça n'a pas d'incidence. Et le modèle économique d'une maison de vente aux enchères se repose principalement sur ses frais. Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels on peut jouer ? Il y a d'autres sources de revenus comme les ventes privées, qui est devenue quand même une part importante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est justement la fragilité de cette stabilité qui dépend souvent d'un énorme volume de chiffre d'affaires qui peut vite être compromis. Il suffit d'un rien. Et en ce moment, on n'est pas dans une période de rien. On est dans deux guerres. On est dans une élection américaine imminente. On est dans une crise immobilière en Chine extrêmement difficile. On est dans un climat un petit peu incertain, même en France, nous le sommes. On attend tous de savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc il y a une sorte d'attentisme, et je pense que ça se reflète automatiquement dans le volume global que les ventes peuvent atteindre. Et du coup, les revenus sont extrêmement serrés face à des coûts fixes gigantesques. Et un besoin d'investissement. On a vu Christie's qui a investi un nouveau bâtiment à Hong Kong. On a vu Sotheby qui a inauguré Paris, comme vous l'avez dit. Et qui va inaugurer l'ancien musée Whitney, qui sera leur nouveau bureau en 2025. En 2025. Ou peut-être déjà en novembre de cette année. Moi, je croyais que c'était peut-être déjà en novembre de cette année qu'ils vont inaugurer. On va voir. Mais en tout cas, c'est vous dire qu'il faut faire beaucoup d'investissements avec des revenus qui baissent. C'est une situation qui est particulièrement difficile. Et il faut, en attendant, il faut continuer à convaincre les vendeurs que c'est un moment opportun et leur donner aussi des encouragements financiers pour qu'ils puissent consigner lors des prochaines ventes à venir. Donc tout ça, évidemment, réduit les revenus des deux maisons de façon significative, mais impressionnant leur réussite en termes d'avoir réussi à imposer cet automne un nouveau calendrier qui comprenait déjà Hong Kong, qui comprenait Londres, qui a compris Paris, et qui va se clôturer avec New York dans 3-4 semaines. Donc c'est assez impressionnant de garder un rythme malgré un marché aussi ralenti. Eh bien, merci beaucoup Thomas Sédou. Je rappelle que vous êtes fondateur de Sédou et associé Fine Art. Merci de nous avoir donné toutes ces informations et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché. Merci à vous.